j'en ai pas prévu. Alors, nous sommes 1er avril, c'est le 7e épisode et nous avançons dans notre enquête. Donc, une grande enquête qui essaye d'y voir un peu plus clair dans cet univers, essayer d'avancer sur une grande et ancienne question de l'humanité qui est, qui est une question métaphysique, qui est la question, peut-on envisager que cet univers et tout ce qu'il contient soit le résultat du travail d'une intelligence toute seule, de plusieurs intelligences, ce qui était le cas dans les divinités, les panthéons grecs, égyptiens, babyloniens, etc. C'était la mode d'avoir plusieurs divinités, plusieurs intelligences qui s'occupaient du monde. Nous verrons que c'est aussi le cas dans l'athéisme. C'est l'idée des partisans de Zénon, les stoïciens, à savoir que chaque petit atome contient en lui de la vie et de la pensée. Autrement dit, voilà, il y a de l'intelligence dans chaque atome, et c'est de là que provient l'intelligence qui est visible à un moment donné dans l'univers, sur la planète Terre notamment, grâce aux êtres humains, mais aussi des formes d'intelligence chez les animaux, etc. Donc vous voyez, il y a pas mal de possibilités. Et puis la dernière possibilité, c'est il n'y a strictement aucune intelligence. Et nous avons vu que c'était la question posée par Démocrite à Aristote. Voilà, Démocrite pensait, ainsi que ses disciples, vers les années 250 avant Jésus-Christ, il pensait qu'il n'y avait pas besoin du tout d'intelligence pour faire ce monde, puisque c'est le hasard qui s'en occupait. On refusait absolument toute idée de divin, de divinité, d'intelligence supérieure organisatrice. Et donc, tout se faisait tout seul, ce qui reste encore la pensée de beaucoup de gens, et elle est tout à fait respectable. Voilà, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons avancé? Est-ce que nous avons plus d'informations qu'au temps de Démocrite? Ou est-ce qu'au contraire, peut-être nous en avons moins? Peut-être que nous avons perdu des données, je ne sais pas, ça c'est envisageable. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Alors, vous vous rappelez, nous avons notre tiroir, notre vieux tiroir des opinions et des croyances. C'est là qu'a lieu le débat. Il n'y a pas que des opinions et des croyances, il y a des interprétations philosophiques, des débats très intéressants. Et vous vous rappelez que notre méthode qui s'appuie sur les sciences expérimentales ne peut pas se fonder, plutôt ne peut pas se confronter à des grandes pensées philosophiques ou religieuses, mais à des représentations du monde. Hein. Je répéterai ça à chaque fois parce que c'est le seul lieu de travail des sciences expérimentales, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est réellement le monde, et à partir du moment où on le sait, par exemple, le soleil n'est pas éternel, bon, très bien, eh bien, on regarde quels sont les courants qui ont dit qui ont vu juste, qui ont dit effectivement le soleil n'est pas éternel. Et puis on tirera les conclusions, non pas hâtivement dès maintenant, mais au fur et à mesure de notre enquête. Voilà. Alors, bien sûr, en tant qu'enquêteur ou en tant que narrateur de cette enquête, je pourrais, comme tout le monde, arriver avec mes présupposés, avec mes propres idées. C'est bien normal. Bon, autant vous dire, j'essaye de faire l'enquête honnêtement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que mes idées triomphent. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de connaître ce qui est vrai. Voilà, et je pense que tous ceux qui se reconnaissent dans cette recherche-là, j'ai pas dit la vérité avec un grand V. La vérité avec un grand V, vous vous rappelez, c'est la question de Dieu. Elle appartient au tiroir métaphysique dans lequel les sciences sont incapables d'aller. Voilà. Mais nous allons voir si une enquête aujourd'hui sur l'univers et ce qu'il contient nous permet d'y voir plus clair sur cette vieille et grande question de Dieu sur laquelle nous n'aurons jamais de preuves, mais peut-être des indices. Voilà. Alors pour ça, il faut revenir un petit peu sur la question du hasard. Alors vous vous souvenez, la dernière fois, nous sommes partis pour essayer d'y voir plus clair sur le hasard lui-même. Nous sommes partis d'une anecdote. Voilà, vous vous promenez sur une plage avec un ami, et vous croisez une sorte de sirène, voilà, en sable. Et votre ami vous dit, tiens,
c'est incroyable, tu vois, je suis mathématicien et moi je peux te dire que ces milliers, ces millions de grains de sable avaient un certain nombre de combinaisons possibles pour s'organiser entre eux, et l'une de ces combinaisons donne ce résultat. Autrement dit, statistiquement, d'un point de vue de probabilité, on peut estimer le pourcentage de chance, on va dire, pour que cette statue n'ait pas été créée par une intelligence, pas par un être humain, un homme ou une femme ou un enfant, mais que ce soit le vent, peut-être voilà, la mer, enfin le sable lui-même, qui, à un moment donné, peut s'organiser de cette façon. Autrement dit, moi, dit l'ami mathématicien, je ne vois aucune intelligence organisatrice pour faire cette statue. Parce que ce qui compte, vous voyez, pour avancer dans cette question du hasard, le hasard, sa définition, c'est cause fictive des événements soumis aux seules lois des probabilités. Bon, alors, c'est une cause fictive, et le contraire de hasard, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est intelligence organisatrice. On ne sait pas qui c'est. Je ne parle pas de Dieu là dans cette question. Vous voyez, je ne parle pas de choses comme ça. Je parle. Y a-t-il ou non une intelligence organisatrice? Qu'est-ce qui est statistiquement le plus probable? Bon, est-ce que le fait que ce soit fait tout seul qui est mathématiquement envisageable sur des milliers d'années, ou est-ce que finalement une intelligence n'est pas plus raisonnable, plus rationnelle, ou n'a pas plus de chance, comme on dirait, d'être vraie? Bon, on va prendre un autre exemple. On va prendre un autre exemple pour montrer la différence et qu'on soit bien d'accord entre hasard et intelligence organisatrice. Il y a un mois, j'allais à Abu Dhabi, et devant une pizzeria, je rencontre mon dentiste. Je rencontre mon dentiste et on s'entend bien, et donc nous nous disons ah, cher ami, quel heureux hasard! Quel heureux hasard de se retrouver là ensemble, quelle chance! Bon, ça tombe bien parce qu'on s'entend bien. Pourquoi est-ce que nous disons quel heureux hasard? Tout simplement parce que ça veut dire que il n'y a pas d'intelligence apparemment responsable de cette rencontre. Ce sont deux trajectoires qui se croisent à un instant T, à un lieu donné, et il n'y a pas besoin d'intelligence organisatrice pour ça. C'est le hasard qui est responsable de notre rencontre, et voilà, nous disons quel heureux hasard. Bon. 3 semaines plus tard, je sonne chez mon dentiste à Paris, il m'ouvre, et évidemment là, nous n'allons pas nous dire « Ah Bruno, ah monsieur le dentiste, docteur, quel heureux hasard !» Pourquoi est-ce que nous ne disons pas ça? Parce que tout simplement là, c'était tout simplement un rendez-vous dentaire. J'ai mal à une dent, j'ai mal à une molaire, j'ai pris rendez-vous, tout ça a été noté, et à l'heure dite, à l'instant T, au lieu donné, nous nous retrouvons. Et vous voyez bien que là, on ne va pas parler de hasard, ça serait absolument stupide. Nous savons qu'il y a de l'organisation, de l'intelligence organisatrice, rendez-vous pris, échange de mails, téléphone, etc. Bon. Donc voyez, on voit bien la différence. Dans les deux cas, c'est les deux mêmes personnes qui sont concernées, mais dans un cas, il n'y a pas d'organisation, c'est le hasard. Dans l'autre, il y en a une, ce n'est pas le hasard. Voilà, il y a de l'intelligence organisatrice. Bon, on pourrait noter quand même au passage qu'il y a peut-être une troisième solution encore. À savoir, quand nous nous sommes rencontrés à Abu Dhabi, moi j'ai dit « Ah, docteur, quel heureux hasard !» parce que je n'ai pas vu d'intelligence organisatrice. Je n'en ai pas vu. J'ai considéré que je me baladais, lui aussi, et nous nous rencontrons sans aucune intelligence devant cette pizzeria. Mais en réalité, un ami me faisait remarquer qu'il y avait peut-être une intelligence organisatrice tout simplement cachée. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Je ne vous parle pas de la providence, là je ne vous parle pas de Dieu, je ne fais pas des choses comme ça. Je vous parle d'une intelligence organisatrice qui pourrait être qui ou quoi?
Eh bien, dans ce cas présent, je ne sais pas, une intelligence qui était cachée parce qu'on avait envie de la cacher pour me faire une surprise. Ça pouvait très bien être mon épouse qui organisait cette rencontre avec le dentiste parce qu'elle sait que je m'entends bien avec lui, à Abu Dhabi, parce qu'elle savait qu'il était dans la région, nous aussi, et ma femme a peut-être voulu organiser un anniversaire surprise, par exemple. Ce qui est le type même de l'organisation ou de l'intelligence organisatrice qui doit être cachée. Il faut qu'elle soit cachée le plus longtemps possible jusqu'au moment où tout le monde dans la salle va chanter joyeux anniversaire, parce que si elle n'est pas cachée, eh ben, il n'y a plus de surprise, tout tombe à plat. Voilà. Donc vous voyez, nous avons tous ces expériences-là. Soit il y a de l'intelligence, soit il n'y en a pas. Ok, mais il y a encore une troisième solution entre les deux. Il y a peut-être quand même de l'intelligence cachée. Et ça, évidemment, si on revient à la grande et antique question de Dieu, des dieux, de pas de Dieu du tout, il va de soi que s'il y a un ou plusieurs dieux et qu'ils sont cachés, eh bien, on pourra pas les trouver, on pourra pas le savoir. On pourra peut-être juste, en réfléchissant, se dire, tiens, là, quand même, ça demande de l'intelligence, un peu comme notre statue tout à l'heure. Ça demande quand même de l'intelligence de faire une statue comme ça demande un certain art, ça demande une certaine expérience, un certain métier. Est-ce que le vent est capable de faire ça? Oui, statistiquement, sur des milliards d'années. Bon, ok, je veux bien le croire. Mais l'hypothèse d'une intelligence devient rationnelle. Voyez, la question là de ou des dieux euh, sort de l'irrationalité des superstitions et des vulgaires croyances et des choses comme ça. Elle devient envisageable. Et encore une fois, cette intelligence n'est pas forcément celle sur laquelle tout le monde l'attend dans nos pays occidentaux, l'intelligence du Dieu de la Bible et de Jésus-Christ, des chrétiens et des Hébreux. Ça pourrait très bien être l'intelligence cachée des stoïciens, l'intelligence cachée dans les atomes, dans chaque atome. Un panthéisme comme ça qui serait intelligent. Pourquoi pas, vous voyez. Bon, d'autant plus qu'on voit bien que dans certains cas, comment dire, l'organisation demande de plus en plus d'organisation, justement. Vous voyez, revenons à notre premier cas de figure. Avec le dentiste, nous nous rencontrons par hasard devant la pizzeria. On ne sait pas s'il y a une intelligence cachée, on n'y pense pas, a priori, c'est vraiment notre trajectoire, c'est le hasard. Bon. Et on se dit, oui, le hasard, cause fictive des événements soumis aux seules lois des probabilités, ok, le hasard est capable de faire ça, de faire que des gens se rencontrent. Et Dieu merci, heureusement que le hasard existe, encore une fois, sinon tout serait organisé, programmé par Big Brother, par des caméras, nous serions robotisés, comme dans certaines sociétés totalitaires, bon, ou du moins ce qu'essayent de faire les totalitarismes. Bon, alors, donc, heureusement, ça peut être du hasard, mais ça pourrait être finalement une intelligence cachée. Bon, je rencontre le dentiste, ok, c'est possible. Mais si, à l'instant où je rencontre le dentiste, arrive de l'autre côté un autre ami, mon copain Dominique, qui m'apprend à jouer de la guitare, il arrive lui aussi. On se dit, waouh, là c'est. Parce que se rencontrer à deux, c'est pas mal, mais se rencontrer à trois dans un lieu aussi improbable que Abu Dhabi devant une pizzeria, ah, ça, le hasard là commence à être drôlement fortiche. Mais ça reste envisageable d'un point de vue statistique. Ok. Et voilà que maintenant un quatrième arrive. C'est un ami dessinateur, c'est mon copain Sean, irlandais, dessinateur, qui arrive là. Et on se dit, les gars, vous vous rendez compte, la chance qu'on a, il faut qu'on prenne un billet de la loterie nationale. On se rencontre par hasard tous les trois. Et puis maintenant arrive encore un autre, qui est un autre copain dessinateur, Jean-François Kiffer, le dessinateur de Loupio. Il arrive lui aussi. On se dit, mais putain, parce que là, on emploie des mots grecs dans ces cas-là. On se dit, putain, comment ça se peut qu'on soit déjà deux dessinateurs, un dentiste et un musicien, à se rencontrer sans aucune organisation intelligente.
Waouh, ça c'est fort, il faut fêter ça. Et voilà encore un cinquième ami qui arrive. Et lui, eh ben, c'est mon copain Amaury avec qui je fais de l'hébreu. Waouh, Amaury, en plus sa femme aussi qui arrive, mais par l'autre côté. Comment ça se fait? Et tous nos chemins convergent là. Oh, mais attends, mais c'est génial. Bon. Et puis voilà encore 5, 10, 20, 25, 30 amis, 50 amis qui arrivent. Bon. Si vous continuez de croire que c'est le hasard, ben, moi je crois que vous êtes bon pour croire au Père Noël. Hein, parce que franchement, là, on se dit, waouh, ça défie les statistiques, ça défie les lois des probabilités. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Et voyez que dans ce cas, l'intelligence humaine, plus ou moins consciemment, elle essaye de peser hein, le pour et le contre des deux côtés. Et je crois quand même qu'elle se dit, allez les gars, vous vous foutez de moi, vous n'êtes pas là par hasard, hein, avouez-le. Et là, ils se mettent tous à chanter joyeux anniversaire. Et je comprends que ma femme est formidable. Je ne le savais pas jusqu'ici, je le découvre à cette occasion, non, une fois de plus, tout simplement, mais qu'elle a réussi. C'est elle, le Big Brother, c'est elle, l'intelligence organisatrice, qui a réussi à organiser tout ça, aussi bien que l'organisation d'un rendez-vous de dentiste, et même mieux, parce que il fallait tenir ça secret, il fallait se débrouiller pour qu'elle m'amène à cette pizzeria à Abu Dhabi au bon moment, à l'instant prévu pour la rencontre à 19 heures avec tous les amis, et il y en a encore 15 autres qui arrivent, vous voyez. Bon. Alors, si Abu Dhabi vous paraît loin, c'était pour rendre la chose encore plus improbable, bah, elle devient encore plus évidente si ça se passe à Meudon-la-Forêt ou si ça se passe dans le quartier d'à côté, parce que tout simplement, on voit bien que là, eh bien, il y avait de l'intelligence et elle était cachée. Elle était cachée et je me suis fait avoir au début. Je me suis fait avoir en disant quel heureux hasard. Voilà. Et on peut se faire avoir assez longtemps là-dessus, vous voyez, parce que en fait, on est souvent dans une telle ignorance par rapport aux conditions nécessaires pour que la vie euh, existe sur notre planète ou sur une autre planète, on est souvent, nous, le bon peuple, nous, les simples mortels, hein, on est souvent si ignorants qu'on se dit, après tout, peut-être que le hasard est capable de faire ça, de réunir 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 1000 conditions, avec beaucoup de temps, beaucoup de millions d'années, devrait y arriver. Après tout, c'est peut-être possible, puisque on nous le dit comme une... évidemment, on ne peut pas mettre la question d'un organisateur, comme disait Aristote, on ne peut pas mettre la question d'un démiurge dans une équation. Hein, donc, aucun scientifique, nous l'avons vu à la leçon, à notre rencontre numéro 2 ou 3, je ne sais plus laquelle, nous avons vu avec Aristote que on ne, comment dire, de toute façon, c'est même pas la peine de discuter sur la question d'un créateur, plusieurs ou pas du tout par rapport à la vie. C'est même pas la peine puisque ça restera toujours dans le tiroir des opinions et des croyances. On ne saura jamais, sauf une fois qu'on sera mort, au cas où il existerait, alors peut-être on va le rencontrer. Mais en attendant, dans le domaine physique du réel, on ne peut pas le savoir. Mais on peut juste constater que plus nous avançons dans la recherche scientifique, expérimentale, plus nous avançons dans la biologie, dans la chimie, la biochimie, toutes ces choses-là, eh bien, plus les conditions pour que le hasard soit capable de ça deviennent difficiles à tenir. Vous voyez, c'est comme si nous en étions à ça y est, il y a maintenant 2 amis qui arrivent, 3, 10, 20, 50, 100, 1000, tellement, bien sûr, ça reste possible, puisqu'on ne le saura jamais. Donc ça, on a toujours le droit, n'importe qui, mon interlocuteur sur Facebook ou sur YouTube qui me pose des questions, a le droit de penser que ça reste le hasard. Ok, moi simplement, je ne sais pas où est l'intelligence pour le moment, et c'est pour ça que je fais cette enquête. Je ne sais pas où est l'intelligence organisatrice, mais disons que statistiquement, je penche, comme pour les 50 amis qui arrivent, je pense qu'il y a de l'intelligence qui est derrière ça. Mais je ne peux pas le prouver, et je ne le prouverai jamais. Je peux juste me dire, tiens, aujourd'hui, en 2020,
voilà, il y a beaucoup plus de conditions favorables à une intelligence organisatrice qu'au temps de Darwin, il y a 150 ans, parce que là, ça avait l'air facile. C'était un peu comme si nous étions juste deux à nous rencontrer devant la pizzeria. Maintenant, 150 ans plus tard, on n'est plus deux devant la pizzeria, on est 800, et on se dit, eh, les gars, vous êtes sûrs que c'est le hasard? Voilà. Alors, on va passer, pour rester un peu dans ce domaine, mais un petit résumé des histoires sur les êtres vivants. Et, euh, et je vais donc vous passer une petite vidéo réalisée avec ma fille qui travaille dans le dessin animé. Si vous avez du boulot, vous pouvez la contacter. Et on va regarder ça. Alors, pour que la vie apparaisse sur Terre il y a plus de 3,5 milliards d'années, on croit souvent qu'il suffit d'avoir les bonnes conditions de température, de pression, de l'oxygène, de l'eau liquide, etc. et de la lumière. Mais en fait, on va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour que la vie apparaisse sur Terre, en réalité, il fallait d'abord que soient inventés et mis en place 2 alphabets et 2 langages. Ah bon? Des alphabets? Le premier langage, vous le connaissez, c'est celui de l'ADN. Il sert à écrire les messages génétiques. Le second langage, c'est celui des protéines. Il va permettre de synthétiser les protéines dont nous avons besoin pour vivre. Mais ces deux langages ne se comprennent pas. Ils n'ont pas le même nombre de lettres, ils n'ont pas le même vocabulaire, pas la même grammaire, et il ne se passerait rien du tout s'il n'y avait pas entre les deux un lexique, un dictionnaire, un traducteur. Ok? C'est pourquoi, symboliquement, on pourrait dire les messages de l'ADN portant toutes les instructions, la couleur de mes yeux, de mes cheveux, si je suis masculin, féminin, si j'appartiens à l'espèce humaine ou une autre espèce, les messages de l'ADN dans chacune de mes cellules vont être traduits par le traducteur, voyez, dans le langage des protéines et des acides aminés qui vont donc pouvoir faire leur travail. Alors la question est, d'où viennent ces deux langages, d'où viennent ces deux alphabets et ces deux langages? Qui les a inventés? Ainsi que ce lexique traducteur. En fait, aujourd'hui, personne ne le sait. Mais on observe que c'est un système extrêmement intelligent, extrêmement sophistiqué et complexe. Et ce système fonctionne depuis plus de 3,5 milliards d'années. Ah bon, c'est le même système depuis 3,5 milliards d'années? Oui, exactement. Ce qui a changé, c'est le contenu des messages et leur dimension. Des messages de plus en plus complexes, une information de plus en plus riche. Mais le système lui-même n'a pas évolué du tout depuis 3,5 milliards d'années. Il était opérationnel dès le début. Depuis 3,5 milliards d'années, les messages sont écrits avec ces deux mêmes langages, ces deux mêmes alphabets. Et personne ne sait évidemment qui a inventé ce système génial. Et qui donne ou quoi donne du contenu aux messages. Alors l'évolution, finalement, c'est le fait que les messages sont de plus en plus riches en informations. Exactement. Une nouvelle espèce dans l'histoire de la planète Terre, c'est la création, l'invention d'un nouveau chapitre génétique qui est ajouté au chapitre précédent. Et d'où vient ce nouveau chapitre? En fait, personne ne le sait, mais il y a des théories à ce sujet-là. Alors, pour que la vie apparaisse sur Terre il y a plus de 3,5 milliards d'années. Voilà. Alors, petit récapitulatif, c'est un peu sommaire comme dessin animé, mais disons que voilà, ça a le mérite de récapituler des choses qui sont pas toujours très connues. Voilà, à propos de ces questions. On- nos étudiants, nos jeunes savent voilà, des choses se passent sur les ribosomes, hein, qui sont comme des chaînes de montage, etc. Mais souvent, on oublie, c'est très difficile de voir dans des bouquins de biologie, de SVT, de voir cette question
cette question des langages et des alphabets. Je ne sais pas pourquoi, pourtant elle est facile à expliquer. Et puis, heureusement, alors il s'est passé quelque chose, c'est que vous voyez, le dessin animé est tiré d'un bouquin précédent que j'ai fait avant Les Indispensables, qui s'appelait L'univers imprévisible. Je ne sais pas si je l'ai là. Bon, je le montrerai la prochaine fois. Et ce bouquin a à peu près une quinzaine d'années. Et on me demandait déjà des conférences à cette époque-là. Et je me souviens une fois que dans une... C'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, mais dans une des conférences, quelqu'un m'interpelle après avoir raconté ce que je viens de vous raconter là, et me dit, mais monsieur, c'est vous qui inventez cette manière de présenter les choses comme si c'était voilà des alphabets, des langages, en fait tout ce vocabulaire métaphorique. Hein, c'est vous essayez de nous manipuler. Hein, vous essayez de nous manipuler. Vous n'êtes peut-être pas très honnête, pensait-il. Vous essayez de nous manipuler, de nous faire croire, évidemment, puisque ce sont des alphabets, un vocabulaire, une grammaire et un langage et des messages, vous essayez de nous induire dans l'idée qu'il y a forcément un grand auteur, un dieu, votre dieu, etc. Vous êtes peut-être un curé déguisé, etc. Alors, bon, je me défendais comme je pouvais en expliquant à ce monsieur et au public qui était là. Ça, c'est dans les conférences pour tout public. Hein, voilà. Alors, ce monsieur, qui était un retraité, d'ailleurs, polytechnicien, retraité, d'après ce qu'il m'a dit, eh bien, me reprochait ça. Et alors, je lui disais, écoutez, moi, j'ai trouvé cette manière de présenter les choses dans un bouquin du professeur Claude Tresmontant. Vous pouvez aller regarder, il le raconte beaucoup mieux que moi, ce professeur. Et puis, je suis allé ensuite, avant de le publier en BD, je suis allé vérifier dans d'autres livres. J'ai trouvé une revue qui présentait aussi les choses sous cet angle. Et j'ai pas trouvé ça tout de suite. Il m'a fallu du temps parce que malheureusement, c'est pas partout présenté comme ça. Et donc, ayant maintenant deux sources, j'ai pensé que je pouvais le raconter de cette façon. Et d'ailleurs, aucun biologiste n'est venu remettre en cause ce que je racontais, à part vous, là, qui émettez voilà, une critique. Mais depuis, si vous voulez, depuis cette rencontre-là, eh bien, il est arrivé quelque chose d'absolument étonnant, c'est qu'en 2009, donc 2 ans après cette rencontre, qui devait être de 2007, voilà, en 2009, j'ai eu la chance de découvrir que le prix Nobel de chimie, en 2009, avait été attribué à trois scientifiques qui avaient justement travaillé sur ces questions. C'était des chimistes. Et je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Voilà, ce sont eux qui sont là. Il y a 2 Américains et une Israélienne. Alors, la dame israélienne s'appelle Ada Yonas. Les 2 Américains, celui qui est un peu bronzé, origine indienne, c'est Venkatram Ramakrishnan. Et puis le troisième, Thomas Tates. Voilà. Ces 3 chercheurs ont passé une partie de leur vie à étudier justement ce qui se passe pour la possibilité de la vie, pour la transmission de la vie. C'est en vue aussi de trouver des nouveaux médicaments, hein, des antibiotiques, des choses comme ça. Et ces 3 chercheurs ont donc travaillé sur un sujet qui intéresse beaucoup l'humanité, parce qu'il est question justement de ces commencements de la vie, des possibilités de la vie. Et si vous allez rechercher sur Internet en tapant prix Nobel de chimie 2009, eh bien, le mieux, ce n'est pas de regarder les occurrences les plus récentes, mais d'essayer de trouver, par différents moteurs de recherche, comment dire, les occurrences les plus anciennes, c'est-à-dire celles qui sont parues dans les journaux, selon votre préférence, Figaro, Le Monde, Libération, je ne sais pas, Le Point, l'Express, l'Obs. Vous retrouverez des photos, j'espère, de ces parutions en octobre-novembre 2009. Moi, j'ai le souvenir de ce gros titre où il était écrit 3 chercheurs ont travaillé sur cette question. Comment fonctionne le traducteur entre les 2 langages, celui de l'ADN et celui des protéines?
voyez. Ce cadeau de 2009 montrait que je n'avais pas inventé, ni mes auteurs, sources, Tresmontant ou l'autre personne dont j'ai plus le nom en tête, n'avaient pas inventé une métaphore des langages, des alphabets et des grammaires, surtout d'ailleurs que le message génétique, c'est déjà très ancien, ce terme message. On voit bien qu'un message, il doit forcément contenir un codage, une façon de transmettre des informations, hein, sinon c'est pas un message intelligent. C'est pas un message utile non plus pour. Bon, eh bien, donc je n'avais rien inventé, mais c'était maintenant tous les chimistes et certainement tous les biologistes qui étaient censés vraiment savoir le contenu de ce prix Nobel 2009 de chimie et de savoir que voilà, la vie n'était pas seulement des matières qui se rencontrent comme pouvait le croire Darwin, et là qui demande assez peu d'intelligence organisatrice. Hein. Le hasard, là, c'est le faire. C'est comme de me faire rencontrer mon dentiste à Abu Dhabi. Mais au contraire, depuis, eh bien, nous savons que la vie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que l'imaginaient Pasteur et Darwin, et que, eh bien, c'est comme si là, nous étions des milliers à nous retrouver devant la pizzeria. Autrement dit, la possibilité du hasard est envisageable, la possibilité d'une intelligence l'est encore plus. Maintenant, qui est cette intelligence? Ce n'est pas moi qui irai proclamer que c'est le Dieu de la Bible et de Jésus-Christ. Il faut d'abord continuer l'enquête, travailler, avancer pour le savoir. Alors voilà nos trois. Qu'est-ce que j'avais une idée puis qui m'a échappé. Bon, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Hum, alors oui, pour revenir, vous vous rappelez, il faudrait pas que je tarde trop à donner la réponse. On avait pu voter, choisir dans le débat entre Aristote et Démocrite à propos des atomes, est-ce qu'ils s'organisent tout seuls ou par hasard, ou est-ce qu'ils ont besoin d'une intelligence? Non, c'est pas ça, pas d'une intelligence. Est-ce qu'ils ont besoin d'instruction intelligente pour faire une rose, un cochon d'Inde, un être humain? Eh bien, allons voir dans le tiroir des réponses si des chercheurs ont étudié ça, si nous avons la réponse. Et en fait, on la trouve très vite, la réponse. Hein. On la trouve très vite avec 1953, la photo de l'ADN. Et cet ADN, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit, voici les instructions pour construire chaque organisme vivant. Voilà, voici les instructions. Voici les instructions pour fabriquer une rose, et la rose, les atomes qui, à ce moment-là, s'occupent de cette rose, eh bien, vont se positionner pour faire une rose. Ensuite, même chose pour un zèbre et même chose pour un être humain. Les atomes qui me composent, si vous croyez qu'ils s'organisent par hasard, eh bien, c'est un peu comme on pouvait croire quand on était enfant, ou on pouvait croire quand on vivait il y a 150 ans. On pouvait croire que c'était par hasard. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas par hasard. Il faut des instructions écrites, et ces instructions écrites, nous les trouvons dans chaque message de l'ADN, dans chacune de mes cellules. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui fait exploser des fausses croyances dans les différentes directions, puisque ce message génétique ne donne pas seulement la couleur de mes yeux. Enfin, bien sûr, il donne les instructions pour décrire la couleur de mes yeux, la couleur de ma peau, si je suis blanc, asiatique, africain, etc. La couleur, il va donner la sorte de mes cheveux, il va donner mon groupe sanguin, mon rhésus, il va dire si je suis masculin ou féminin, si j'appartiens à l'espèce humaine ou au pingouin migrateur. Enfin, vous voyez, tout ça est écrit. Alors, ça, c'est un vrai déterminisme. Hein. C'est un déterminisme. La couleur de mes yeux, voilà, je peux pas la changer. Il faudrait que je mette des lentilles, ça serait artificiel. Je peux pas changer mon sexe. Oui, je peux le changer, mais ça sera artificiel. J'aurai pas d'enfant, etc. Vous voyez, ça, c'est déterministe. Heureusement, il n'y a pas que du déterminisme dans les organismes vivants, et notamment les êtres humains. Il y a toute une part qui n'est pas écrite, et c'est à moi de l'écrire, mais de point de vue métaphorique. Ce n'est pas écrit, je crois, à l'avance. Enfin,
faudrait documenter, mais c'est pas écrit si je vais être costaud ou pas costaud. Ça va être à moi de faire des exercices avec des haltères ou pas, pianiste ou pas, etc. Bon, il va y avoir peut-être des choses qui préparent parce que ça vient des parents. Il peut y avoir je sais plus comment on dit, des choses qui prédisposent. Voilà. Mais bon, alors donc, vous voyez, cette découverte de l'ADN, non seulement nous montre que le vivant est beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait, beaucoup plus intelligemment construit, pas seulement l'être humain, mais déjà le monocellulaire d'il y a presque 4 milliards d'années dans l'eau, mais en plus, voilà, ça donne raison, ça clôt un vieux débat qui était celui qui était entre Démocrite et Aristote. Et là, force est de reconnaître, c'est pas parce qu'on aime Aristote, c'est pas parce qu'on va voter pour lui politiquement, je ne sais pas, mais tout simplement parce que c'est vrai. C'est Aristote qui avait raison dans ce débat, et ce débat est tranché, et heureusement qu'il est tranché, ça évite de continuer de faire des guerres de religion ou des choses absurdes et invraisemblables de ce genre, sur des choses dont on n'avait pas la réponse. Maintenant, nous avons la réponse. Oui, il faut des instructions intelligentes pour construire tout ce qui est vivant, y compris les êtres humains. Et ces instructions, elles sont écrites noir sur blanc sur l'ADN et on peut les lire. Et elles ont le mérite de nous rappeler qu'il y a aussi les archives de tous les animaux qui me précèdent dans la lignée des êtres humains. Et si on remonte, on retrouve les primates, on retrouve les mammifères, on retrouve les reptiles et on retrouve les vertébrés. Voilà. Voilà la grande lignée de l'homme. Mais si on veut aller chercher plus loin, le vrai ancêtre de l'être humain, c'est le monocellulaire, unicellulaire d'il y a presque 4 milliards d'années dans les océans, qui est déjà lui-même un vivant, puisqu'il a toutes les caractéristiques du vivant, y compris de pouvoir se cicatriser s'il n'est pas trop bousillé, et ce que ne sait pas faire un vélo ou un ordinateur. Hein. Une voiture ne sait pas s'auto-réparer, un tricycle non plus, une patinette, un autobus. Voilà. Il faut le réparer de l'extérieur. Un être vivant se répare de l'intérieur s'il n'est pas trop détruit. Ça, c'est assez génial aussi. Là, on convoque beaucoup de monde devant notre pizzeria, vous voyez, métaphoriquement. Bien sûr, le hasard peut le faire. D'ailleurs, nous n'avons pas cherché dans le tiroir des réponses s'il y avait un Dieu ou pas à l'origine de ça. On ne le saura pas dans le tiroir des réponses. Vous voyez. Par contre, est-ce qu'il y a des instructions intelligentes? Oui, ça, nous le savons maintenant. Nous le savons car nous avons progressé dans les sciences expérimentales et nous pouvons vraiment leur dire merci à ce sujet-là. Voilà, j'espère que ça ira pour aujourd'hui. Le temps passe. Écoutez, on continuera demain. Il y aura sans doute des objections. Il y aura sans doute la question des erreurs, la question des erreurs de copie dans la duplication de l'ADN. Hein. Je pense que cette question viendra parce que on a misé beaucoup là-dessus. Bon, on verra ce qu'on peut répondre. De toute façon, ça ne nous dira jamais s'il y a un Dieu, plusieurs ou pas du tout, qui s'occupe de tout ça. Hein. On voit juste qu'il y a des instructions intelligentes, ça maintenant on en est certain, et on peut se poser la question, quand il y a des instructions intelligentes, est-ce que il y a plus de chances qu'il y ait de l'intelligence organisatrice ou, bon non, ça peut être laissé au hasard, faire un truc intelligent, le hasard sait le faire. Ou alors, troisièmement, est-ce que ça peut être les atomes qui contiennent de la vie et de la pensée, comme le pensent les partisans des stoïciens de Zénon, eh bien, dont faisait partie dans leur héritage, comment il s'appelle, Diderot et son ami d'Alembert étaient opposés. Enfin bref, on pourra voir tout ça. Merci voilà, de votre fidélité. N'hésitez pas à transmettre et je vous dis à demain, si tout va bien. Et bon confinement et bon courage.